Amis figurinistes, amis plateauistes, joueurs de tous bords, bienvenue. Il y a de la bataille dans l'air, il y a de la baston dans le plateau. Il y a la boîte de jeu. Allez, la boîte de jeu, en plus, ça tombe bien parce que la boîte de jeu, moi, je l'ai entre les mains. Ça s'appelle Clash of Rage. Ça arrive bientôt, normalement, grâce à vous, peut-être. Et ça arrive grâce à la boîte de jeu et à Origames. Et ça tombe bien, ils sont là autour de la table. Salutations, Benoît. Bonjour. Boîte de jeu, c'est toi. C'est moi. Rodolphe, c'est Origames. Exactement. Salut Rodolphe. Salut. Toi aussi, tu es dans le Clash of Rage? Eh oui. Tu vas bastonner sous quelle couleur, s'il te plaît? Là, sous la couleur de l'armée du tombeau, là, pour le coup. Et... Tu joues les morts vivants, je Ah savais. oui, De toute oui. façon, tu es un putréfié de base. Celui qui va nous accompagner, c'est Monsieur Benjamin. Je me suis pas trompé? C'est bien ça. Yes, j'ai toute la boîte de jeu à moi tout seul. Dans la boîte de Clash of Rage. Alors, 90 minutes. Ça, c'est ce qui est indiqué ici sur la grosse boîte. Attention, c'est un prototype. 2 à 4 joueurs, on est bien d'accord. C'est ça. Et normalement, c'est à partir de 14 ans et plus. C'est un jeu de Frédéric Guérard, c'est illustré par Jib et vous allez pouvoir en prendre plein les yeux, vous allez le voir, pour à peu près 60 minutes de clash. Alors, est-ce que dans cette boîte prototype, Benoît, c'est la taille prévue? La boîte, c'est à 1 cm près la taille prévue. Ouais. En plus ou en moins? C'est parce que le fabricant de prototype, il n'a pas toujours le format exact, mais c'est à peu près le format de boîte et la taille. Pourquoi discutons-nous de format de taille et de format de boîte, etc. C'est que on arrive sur une campagne participative Exactement. autour de Clash of Rage qui démarrera quand? Qui démarre le 17 mai. 17 mai 2017, rendez-vous en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Et du coup, la campagne va consister à débloquer le jeu. Là, on l'a en version prototype. Et j'imagine… Des stretch goals, Total. comme toute campagne Kickstarter, des nouveaux équipements, etc. pour enrichir le gameplay. On en a un paquet sur la table. On se doit de dire en début de vidéo que on a ici des choses qui vont être éventuellement retravaillées. En l'occurrence, me semble-t-il, ça. Alors voilà, là les plateaux, ils sont à une dimension pour le prototype, puisque sur le prototype, on joue avec des tokens en carton. D'accord. Ils seront bien sûr Redimensionnés pour pouvoir accueillir les figurines que tu as devant toi. Que je vais montrer en mettant la boîte illustrée par Jib dans le devers de Trick Track. Et les figurines, c'est pour ça que je parlais de figurinistes et de plateauistes, il va y en avoir pour tous les goûts. Alors là, on est sur quel type de… C'est plastique mou, plastique dur? J'y connais pas grand-chose, mais je te pose la question. Ça, c'est des impressions 3D haute définition. D'accord. Donc, c'est ce que nous envoie l'usine un petit peu qui correspond à un master d'autres. et qui nous sert à valider le fait qu'on est OK ou si on veut faire différentes modifications. C'est avant de faire les moules pour l'injection plastique, puisqu'après, on est en injection plastique. D'accord. Donc là-dessus, on a un tout petit peu plus de détails que sur une injection où il peut y avoir certaines pertes, sur certains creux, etc. Et c'est tout le travail du moment où on fait les moules en fonction du nombre de parts, c'est-à-dire du nombre de parties de la figurine. Ça sera du multipart. Oui. Ça sera du multipart à monter. Donc après, non, c'est pas à monter, elles seront montées. Oui. Ah, mais comme beaucoup de figurines un peu larges, souvent c'est du multipart assemblé. Okay. Après, ils mettent une espèce de colle fusion. Et voilà, donc on affine pour voir quel détail. On arrive quand même à avoir du… J'essaie de monter un maximum. On arrive à avoir un maximum de détails sur des petites figurines. C'est vrai, Parce que là, on est sur celle-ci par exemple. Là, je crois que ça fait 28 mm sans compter le socle. Mais voilà, c'est pas et on a quand même un bon niveau de détail. Là, on est déjà à 32-35. Voilà. Et puis après, on a les plus grandes qui font entre 50 et 60. Une partie du travail qui est intéressante aussi, c'est le rendu de l'illustration par rapport passage de l'un à l'autre. Ouais. Tiens, là, tu as le on moteur. avait Là, tu as l'arme au complet, si tu veux. Donc celle-ci, tu les as tous. Voilà. Parce que là, on n'a pas encore… Grosso modo, le Crag Rider qui est ici. Voilà, ça correspond. Donc ça, c'est le concept illustré. Et puis on a ça en figurine. Je pense qu'on ne doit pas y trouver beaucoup de différence. Vous pouvez jouer cette erreur. À mon avis, il y en a moins. Il y a une participation vraiment qui est extraordinaire de Jib, parce qu'il il contrôle vraiment chaque étape de la création de la figurine. Il fait des retouches aux sculpteurs pour vraiment que toutes les notes d'attention soient bien présentes au final dans chaque figurine. Parce que passer d'un concept 2D où on peut un peu tricher, etc., des concepts assez dynamiques aussi que peut faire Jib à une figurine, voilà, il y a tout un tas d'étapes. Donc on a à la fois Jib qui travaille avec les sculpteurs, on a 2 sculpteurs qui ont travaillé sur le jeu, Grégory Clavillier, donc français, et puis Michael Jenkins, un américain, qui ont fait à peu près la moitié chacun, et qui ont fait un beau travail pour
rendre vraiment les concepts en 3D. En 3D. Juste pour avoir un peu plus d'informations, on a parlé tout à l'heure des morts vivants, des putréfiés. Les meilleurs. Les meilleurs, non. Pas, enfin, en tout cas, attends, pour se prendre des pains dans la tronche, certainement. On a ici des chaotiques. Alors ça, c'est la tribu des Borg. Il ne faut pas dire que c'est des gobelins. J'ai rien dit. Non, mais parce que moi, je me fais souvent… Tu te fais reprendre? Ouais. Ok. On a ensuite, donc moi, j'ai le clan Godleif. Ok. Donc un peu en ambiance plus viking, enfin voilà. Et on a les humains. La baronnie de Steamfield. Voilà. Un univers qui a été développé tout exprès, parce que je vois qu'il y a aussi les elfes. Oui, il y a les elfes qui sont les appelle elfes, on a le droit de dire? De toute façon, on les appelle pas, on les tape. On les tape, ok, ça marche. Donc 4 clans, 2 à 4 joueurs, Exactement. 4 clans dans la boîte de base. Quand on joue à 2, on garde les elfes puisque c'est sur eux que l'on tape au départ et on peut choisir son clan. On met moins de plateaux, enfin voilà, c'est… D'accord. Et puis tu as aussi installé en plus de nos clans des cartes équipements et des cartes quoi? Héros? Voilà, des héros. Donc là, par exemple, on a typiquement, ça c'est un héros en fait. Donc là pour l'instant, effectivement, on est sur du token, mais on a une des figurines de héros qu'on a. C'est les plus grandes figurines du jeu, donc ils vont venir compléter l'armée. Bon, j'en reparlerai quand on fera les règles. On en parlera au moment des règles. Et ce protecteur, vous l'aurez deviné, c'est celui que nous montrions en début de vidéo. Le voilà ici en figurine. Bon, forcément, il va falloir rentrer un petit peu dans les détails. C'est prévu pour quand? Alors, donc le Kickstarter démarre le 17 mai. Oui. Ensuite, la campagne dure 23 jours. Allez, 23 jours. Donc ça finit le 9 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a tout le processus de création, même si, comme on peut le voir, on a essayé de prendre de l'avance en étant déjà sur une partie des moules, sur des tirages, etc. D'accord. Mais ensuite, pour pas livrer en retard, on annonce le jeu pour mai-juin 2018. D'accord, ok. Ok, rentrons un petit peu maintenant dans le détail de l'univers de Clash of Rage et surtout comment se met-on sur la tronche, puisque visiblement tout le monde a compris, c'est le but unique et simple. Il y a quand même des points de victoire ou non? Alors, on gagne quand on a 4 points de victoire, mais c'est des points qu'on obtient en conservant certains choses, donc ils ne sont pas acquis pour forcément toute la partie. Donc, je vais y revenir. Donc Clash of Rage, c'est un jeu d'affrontement, d'escarmouche avec des armées évolutives. Ça se passe dans l'Empire d'Émeraude. Ça se passe dans l'Empire d'Émeraude qui a toujours été dominé par les elfes, donc un peu des personnages assez arrogants. C'est rarement le cas pour un elfe. Non, et donc ils sont en faiblesse, un peu sur le déclin, même s'ils sont en train de se réarmer. Et c'est l'occasion qu'on a tous trouvé, chaque clan qu'on a présenté tout à l'heure, pour revenir. Partir à l'assaut, partir à l'assaut et contrôler le monde, devenir le nouveau clan dominant. D'accord. Donc chaque joueur a une armée. Donc c'est les petits plateaux qu'on a devant soi. Oui, représentés là pour l'instant, c'est ce que tu disais. Voilà. Donc ça, ce sera les figurines. Voilà, toutes les petits tokens. Sur ces plateaux-là, en fait, chaque armée dispose, donc il y a son nom évidemment, et je vais montrer sur le tien du coup. Donc là, il y a le nom. Oui. Et chaque armée dispose de 3 types d'unités. En quantité il y a fixée. En quantité fixe pour la partie. Oui. Et chaque unité est différente, avec des caractéristiques différentes, etc. Et chaque armée est vraiment différente. Donc on ne va pas forcément jouer de la même façon, on va vraiment devoir s'adapter et en plus on va pouvoir les personnaliser au fil de la partie. Donc non seulement c'est asymétrique, mais l'asymétrie risque de se renforcer au fur et à mesure du jeu avec l'équipement. Voilà. Très bien. Ok. Asymétrique, mais équilibré. Il y a vraiment un calcul des pondérations de chaque effet. Et donc, j'avais un truc à dire que j'ai oublié. Tu parlais des différents types j'allais dire de figurines, autant pour moi, d'unités, en tout cas en termes de jeu, d'unités avec leurs caractéristiques propres d'une part, et puis en plus qu'il est possible de stuffer, on va dire. Voilà, donc dans une partie, comment ça se passe? On a un petit deck avec ces unités qui correspondent à nos cartes d'initiative. On va en piocher 3. Voilà, donc je te laisse en piocher 3. Au pif. Voilà. En fait, on aura toujours une main de 3, donc quand tu vas en jouer une, tu vas en repiocher une. Et sur ces cartes, on va les mettre là, je vais expliquer. Attends, je ne sais pas si on les voit. Bouge pas. Hop. Donc sur ces cartes, on va prendre celle-là aussi, on a ici un chiffre qui va définir l'initiative. Donc les chiffres ils vont de 1 à 100, 1 étant le plus rapide et 100 le plus lent. Chaque carte est différente. Vache. Okay. Donc là, quand elle a 1… Jamais d'égalité.
Non, il n'y a aucun chiffre en réalité. Et ça va définir l'ordre du tour. Donc, on a l'ordre du tour. On a le nombre, les renforts qu'on va obtenir pour ce tour. Donc, par exemple, avec cette carte, tu obtiendrais 4 Crag Rider. Voilà, monteurs de Crag. Et ici, tu aurais 6 tabasseurs et 1 exécuteur. Et puis l'or qu'on va gagner pour le tour. D'accord. Qu'on va prendre dans la réserve. Donc, comment ça se passe? J'ai mes 3 cartes. Tous en même temps, on va en choisir une face cachée. On va la révéler tous en même temps. Et ça va définir l'ordre du tour. Donc, par exemple, bon, peu importe, là, tu as 9, moi j'ai 59, 62 et 25. Donc, ça veut dire que tu vas jouer en premier, Rodolphe va jouer en deuxième, je vais jouer en troisième et Benjamin va jouer en quatrième pour ce tour. On va placer nos renforts, donc dans l'absolu, dans l'ordre du tour. Au départ, on les place donc sur notre bastion. Mais après, donc notre bastion, c'est une tuile qui est à côté du plateau, qui est que à nous, où les autres joueurs ne peuvent pas passer ni attaquer. Et après, on pourra placer ces renforts sur n'importe quel hexagone qu'on contrôle sur le plateau. Puisque le plateau est composé d'hexagones. Mise en place, j'allais dire standard, pour un jeu à 4 joueurs, hein, là, voilà. Ce que tu as fait. Oui, les plateaux, on les positionne comme ça. Alors, il y a 5 plateaux en tout, donc ça varie un peu, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et après, normalement, les bastions, on les place dans l'ordre du tour, mais là, on va les disposer comme ça. Il y a pas de... Voilà. Petite initiation équilibrée. Donc, on place ces renforts. Par exemple, moi, j'avais le droit à 3 Valkyrie et 1 Housecarl. On est bien d'accord, hein, le maximum, une fois que le maximum est sur le terrain, je place tout ce que je peux. C'est ça, si on prend que dans sa réserve, donc si j'en ai pas assez, on ne place pas. C'est là où on se rend compte que, tu disais au début, les hexagones seront un petit peu plus grands, parce que forcément ils viendront avec la taille aussi. Bien sûr, tout à fait, ils sont même beaucoup plus grands. On le rappelle, on est sur une version pré-prod. Voilà, là c'est adapté à la taille des jetons, quoi. Tout à fait. Donc ça, on a fait la carte donc on définit l'ordre de tour. Renfort, on est bon. À chaque tour, on va faire 2 actions. En fait, tout le monde va faire sa première action, puis tout le monde va faire sa deuxième action. Dans l'ordre du tour, une fois encore. Dans l'ordre du tour. Donc l'exaction, qu'est-ce que ça peut être? On a 2 choix. Soit on va au marché. Pardon, Ça c'est la deuxième choix. Mais le premier choix, c'est d'aller. Prêt, hein, y a pas de calme-toi, calme-toi. Merci Rodolphe. Le premier choix, c'est d'aller au marché. Donc au marché, je vais pouvoir acheter avec l'or que j'ai gagné, enfin que j'ai récupéré. Je vais pouvoir acheter des équipements. Donc chaque équipement, hop, vas-y, je te laisse en prendre une ou 2. Donc on a 2 types d'équipements. Les violets qui sont des armes et les vertes qui sont des armures. Ils ont un coût, donc là 8 et 8, ça tombe bien. Donc si j'ai 16, potentiellement je peux acheter les 2. Donc je vais pouvoir acheter des équipements et des héros. Je reviendrai sur les héros un peu après. Un peu plus tard. Quand j'achète un équipement, hop, je te laisse reprendre ta petite fiche. En fait, je vais les placer. Je vais stuffer quelqu'un. Donc je vais choisir une unité que je vais pouvoir équiper. Donc je peux très bien faire ce genre de choses, par exemple. Et renforcer en fait les bonus de l'unité. J'ai le droit qu'à un de chaque côté, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Chaque unité peut avoir une arme et une armure. Une capacité. Chaque fois que je vais au marché, je peux réorganiser mes équipements comme je veux parce que là j'avais équipé qu'il y a mieux. Voilà. En fait, je peux lui filer ça. Mais finalement, c'est en combinaison, ça fonctionne mieux comme ça, etc. Pas de souci. Donc ça, c'est l'action de marché. Ensuite, il va y avoir l'action de déplacement qui va en fait aussi permettre de faire les combats. Donc l'action de déplacement, on voit que sur chaque plateau, les unités, elles ont une valeur de déplacement qui est indiquée par ce petit bonhomme qui court. Donc ici, tu en as 2 qui se déplacent à 3 et une qui se déplace à 4. Je vais t'en mettre un comme ça pour voir les différences. Donc c'est le nombre d'hexagones que peut parcourir l'unité au maximum. Donc là, tu as une armée qui se déplace plutôt pas mal. Très rapide. Voilà, d'accord. C'est vraiment une armée de raid. C'est les plus rapides. J'étais en train de me dire, waouh, si on fait tout ça, on va se traverser le terrain. Non, les morts vivants, c'est une armée plutôt lente, à 2. Pardon, excuse-moi. C'est plus long pour eux d'aller loin sur le terrain. Eux, ils savent où ils vont. On s'en sait encore que l'explication, mais la partie, elle va démarrer sur les chapeaux. Donc, par exemple, tu peux parcourir 1, 2, 3 et aller jusque-là, sachant que l'armée se déplace toujours à la vitesse de l'unité la plus lente. Ou du moins, en tout cas, ici, ceux-ci vont à 4. Enfin, les petits tabasseurs vont à 4 vont à 3 et le Krag va à 4. Je peux choisir de déplacer les tabasseurs à 3 et le Krag à 4. Ou alors de laisser le Krag à 3. Voilà. Mais en tout cas, ça ne donne pas le bonus aux autres unités. Aux autres unités. Juste une petite question. Tu es parti, admettons que ce soit dans cette situation-là, tu es parti avec une armée. Est-ce que c'est une autre action que de prendre une autre armée et de faire un autre déplacement? Non, je peux déplacer toutes mes unités comme je veux. D'accord. C'est-à-dire que j'aurais pu faire, je peux faire ça et puis ça. Par exemple. D'accord, c'était le sens de ma question. Impeccable. Grande liberté de déplacement avec nos armes. Super. Petite précision, si je veux traverser, alors déjà je ne peux pas traverser tout ce qui est les montagnes, évidemment. Si je veux traverser une zone où il y a des adversaires, par exemple les elfes ou une armée adverse,
je vais devoir en fait laisser sur place autant d'unités. Pour fighter avec. Enfin, En tout cas, il y a un système de Ouais. débordement où je peux faire déborder seulement le surnombre. Donc par exemple, là, je dois en laisser au moins 4 pour pouvoir envoyer les autres de l'autre côté. Important. Pour occuper un autre terrain potentiellement, etc. D'accord. Je fais tous mes déplacements. Quand j'ai fini tous mes déplacements, on va regarder tous les endroits où il y a un conflit, c'est-à-dire tous les hexagones où une armée n'est pas seule, Ok. puisqu'on ne peut pas occuper un terrain avec quelqu'un d'autre. Et donc là, ça va déclencher des combats. Si on combat les elfes, c'est le joueur à ma droite, enfin du coup là c'est tes unités donc à ta droite, Rodolphe, qui va jouer les elfes. Comme de bien entendu. Si on combat une autre armée, chacun joue son armée. D'accord. Comment ça se passe les combats? Alors les combats, on va commencer par prendre les unités qui sont présentes. Donc on considère uniquement les unités présentes dans le combat. Ici dans ce combat-là, toi tu as le monteur de Krag et le tabasseur, le pummeler. Ok. Et on va regarder le nombre de sabliers qu'ont ces unités. Donc ici, toi tu en as 0. Ah oui, j'ai pas de sablier. Par contre, ici, les elfes, ils ont 2 templiers et 2 grands prêtres. Ah, je sais pas si Purée, j'y crois pas. Et eux, ils ont des sabliers. Oui, mais alors c'est pas bien les sabliers. Bah oui, c'est veut pas dire- bien pour eux. Oui, Ah, ça va alors. c'est pas bien. C'est que l'armée la plus rapide, en fait, le sablier détermine la lenteur, donc l'armée la plus rapide va avoir l'initiative et attaquer en premier. Donc je suis rapide. Voilà, oui, t'es rapide et tu vas lent. Après, ils sont un petit peu fragiles, mais il faut une balance. Ouais, ok, Et ça du va. coup, là, tu vas attaquer en premier. Ok. Donc on compare les sabliers. En cas d'égalité, c'est toujours le défenseur qui a la priorité. Comment est-ce qu'on détermine les valeurs d'attaque? On regarde, donc ici, donc tu avais ces 2 unités. Ici, avec les épées, c'est la valeur d'attaque. Ok. C'est le nombre de dés lancés, donc 3, 4. On prend la valeur la plus haute de l'armée. Donc ici, tu lancerais 4 dés. Ok. Vas-y. Les dés, hop, face Ah oui. crâne, face rien, c'est ça, hein? Il y a 4 touches, c'est-à-dire des crânes, c'est des touches. Ok. Et 2 ratés sur chaque dé. Et Donc, 2 ratés. 2 chances sur 3 de toucher. Super. Voilà, donc un beau lancer. C'était pour l'exemple. Après, C'est- dans la partie, je fais beaucoup mieux que ça. Alors, Mais ça va permettre de bien expliquer quelque chose. Je vais enlever ça. Non, mais c'est C'est très bien, c'est parfait. Donc tu fais une touche. Oui. On ajoute également tous les bonus de crâne de tes unités. Par exemple, là, ton monteur de Krag, il donne un crâne. C'est une touche automatique. Alors attention, ce qui est important dans le jeu, c'est qu'on n'ajoute pas les bonus fois le nombre d'unités présentes dans le combat, mais si elle est présente, elle ajoute une fois ses bonus. Donc que tu aies un monteur de Krag ou 5 monteurs de Krag, Peu importe. ça ajoute une fois le bonus. Ok. Par contre, ce qui est intéressant d'en avoir plusieurs, c'est que de la même manière, dès que tu perds une unité dans un combat, tu perds tous ses bonus. Ouais. Donc il vaut mieux en avoir plus pour assurer le bonus Voilà. longtemps. Mais ça, en fait, ça encourage la complémentarité des armées. Mhm. Donc là, tu ferais 1 plus 1, 2 touches. et on va soustraire le nombre de boucliers de l'armée adverse. Donc ici, les elfes, hop, je vais les remettre. Ah zut. Ils les ont Templiers, un ils bouclier, ont un bouclier. donc 2 moins 1, tu fais 1 dégât, et tu vas essayer d'en tuer un. Sachant que pour en tuer un, il faut atteindre leur point de vie. Donc, C'est donc raté. c'est donc raté. Donc là, tu vas tuer personne. Blessé? Non, il n'y a pas de blessure. Ah, ça m'énerve. Comme tu tues personne, Tu crois pas si bien dire, ça t'énerve? ça t'énerve, donc tu t'enrages, et là, pour ce combat-là, tu vas gagner un pion rage. Eh, mais on est vachement raccord en fait dans Ouais, l'explication. c'est nickel. Eh oui. D'où le Clash of Rage. Exactement. Ah, ok. Et donc, du coup, Quel professionnel, c'est C'est- Guillaume. c'est une Incroyable. touche automatique pour ton prochain lancer de dés, pour ce Ok. combat. Et donc, ça permet aussi notamment que 2 armées un peu solides, à la fin, elles soient vraiment énervées et ça finisse ça par tranche. dézinguer. Chérie, voilà. ça tranche. Ensuite, les elfes vont lancer les dés. Donc eux, hop, je vais les remettre là. Ouais, ils sont en retour Ils ont 5 dés, parce qu'il y avait les Templiers. exactement, parce qu'ils ont des templiers. Ils ont 5 dés, et grâce aux prêtres, Ils ont une relance. ils ont une relance. Donc ils vont pouvoir relancer une fois tout ou partie de leur dé. Donc voilà. Oh là là. Ils font pas des alors, c'est lancers bien. ratés. C'est pareil, c'est pour l'exemple. Ça se passera pas comme ça en vrai dans la Donc partie. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Ouais. dégâts. Ils n'ont pas de bonus de dégâts. Tu as un bouclier, ça fait 4. Oui. Et donc 4, ça leur permet... Là, c'est le joueur qui joue les elfes, donc potentiellement ça aurait dû être Rodolphe, qui va choisir qu'est-ce qui va te tuer comme unité. Donc là, j'ai qu'un seul monteur de Krag. Il peut très bien dire allez, tiens, Ouais, j'en bah, prends 2 pour te le tuer. C'est Comme exactement ça, ce qu'il t'as va plus de faire en bonus. général. Stratégiquement, c'est plutôt intéressant. Et puis il lui deux reste petits, 2. juste pour le plaisir. Voilà. Donc là, tu arrives à une situation Exploser la face. où c'est à nouveau à toi de lancer les dés. Ah, parce que c'est pas fini le combat. Non, on continue. On continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une armée. Oui, Jusqu'à la mort. mais en fait, une des grosses Ouais. ressorts stratégiques du jeu, c'est de savoir à quel moment Il faut on dire va en stop. retraite. Voilà, alors Bon. celle-là, on arrive à un point de règle qui est essentiel pour toi, Guillaume. Pourquoi tu vises comme ça? C'est méchant, lui, il est mesquin. On reconnaît Rodolphe. Moi, Bah, admettons que je me sente mal et que je retraite. Donc là, tu es à 1 contre 4 avec ton unité la plus faible. Moi, je sens bien que la retraite est une bonne idée. C'est ce que je vais faire. Et donc là, tu prends toutes tes unités qui resteraient Ouais. et tu les ramènes sur ton bastion.
Ouais, ça veut dire que si j'ai traversé le pays pour aller choper quelque chose de super intéressant, c'est Walou, je reviens ici. Exactement. Mais c'est tout le temps au moment où tu lances les dés. Donc des fois, ça peut être intéressant de tenir certaines positions, parce que je vais expliquer les plateaux après, mais avec une seule unité. Et si quelqu'un vient t'attaquer, de dire ok, je me bats pas en fait. Ouais, mais si personne vient t'attaquer, tu tiens quand même la position, malgré le fait que tu aies laissé très peu de choses. Je recommence. 2 actions, marché ou déplacement qui peuvent engendrer des combats. Ces combats-là, avant chaque lancer de dés, les 2 armées en présence peuvent dire je rentre. Chaque fois avant de lancer les dés. Avant de lancer les dés. Seuls les elfes ne le font jamais? Ah bah non, eux ils sont là. Ils sont là et puis c'est normalement ceux qui assurent. Puis ils rentreraient où? Ils sont déjà chez eux. Ok, ça roule. Donc c'est après, clair. petite précision, chaque elfe qu'on va réussir à tuer, Oui. ça va rapporter un cristal, donc c'est au dos du token. Et ces cristaux, ils vont nous permettre de forger des équipements légendaires. Je vais y revenir juste après. J'ai une petite question, Benoît. On avait tout à l'heure, juste pour comprendre, les icônes que tu as expliquées sur les équipements sont les mêmes? Oui. C'est-à-dire que si j'avais équipé mon partisan ici, bon là c'était peut-être pas une bonne idée, admettons que je le mette sur mon monteur de Kraï. Il a donc finalement 5 dés à lancer. Il a un bouclier de plus Oui. et une relance. Exactement. C'est comme ça qu'on va spécialiser ses armées, soit en essayant de combler des points faibles, soit en essayant de forcer des points forts. Maximiser ses points forts. Ouais, ça me plaît bien ça. Ou en spécialisant des unités. Tu vas peut-être te dire, à mon monteur de crack, je vais lui mettre par exemple plus de touches automatiques avec des équipements qui pourraient sortir pour aller l'envoyer faire des raids et je vais l'utiliser tout seul. Alors que là, je vais créer une complémentarité entre ces deux-là, etc. Ah, c'est excellent. Juste pour dire, je vous montre l'armure massive, l'armure de plaque lourde. Elle a l'air plutôt bien, plus 5 heures, plus un bouclier, mais elle te perturbe ton initiative. Tu te prends 2 sabliers. Donc tu vas jouer après. Voilà. C'est toujours en rapport avec l'armée adverse. Donc c'est à toi de savoir qui t'attaque et si tu vas attaquer en premier. Par contre, tu équipes une faction, enfin une de tes unités. Toutes tes unités sont maintenant équipées de ce truc-là. Toutes les unités de ce type-là. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tu impeccable. équipes les types d'unités. Et puis tu pourras le bouger pendant la partie. Ou si par exemple, typiquement, si tu as pris ces 2 sabliers et que tu te dis, ah bah non, finalement, par exemple, si tu as pris un pavois comme ça et que tu te dis, finalement, je suis un peu trop lent par rapport aux autres, en faisant une action de marché, tu peux très bien décider, tu le perds pas, mais de le mettre de côté pour l'instant parce que tu trouves que ça te ralentit trop, etc. Tu peux réorganiser tes équipements en cours de partie. Impec. Donc on fait notre première action chacun et on va commencer la deuxième action. Avant de commencer la deuxième action du tour, on va appliquer les effets des pierres de renfort. Donc on voit sur le plateau, on a, là en plus c'est bien, on a les 3 types de pierres de renfort. Donc on a les jaunes carrés, les bleus qui sont en pentagone et les rouges en hexagone. Et en fait ces pierres, l'occupant de la pierre, il va bénéficier entre sa première action et sa deuxième action d'un renfort automatique. Et comment ça se passe? Par exemple, là, tu contrôles une pierre jaune, c'est-à-dire une pierre carrée, qui est en fait la forme du socle des unités. Les malins. Alors, c'est pas le cas des tokens, mais c'est le cas des figurines. Oui, les figurines. Donc, carré, c'est la niveau 1. C'est toujours les unités de niveau 1 des clans. D'accord. Donc, tu bénéficierais automatiquement d'un renfort à cet endroit-là. Si tu contrôles les niveaux 2, tu bénéficies d'une unité de niveau 2 et 3, les unités de niveau 3. Avec la forme du socle qui n'y va bien. Ça se fait bien entre la première action et la deuxième action. D'où l'intérêt de tenir des positions, même des fois avec une seule figurine pour choper le renfort. Et des fois aussi, de la tenir à la première action et pas peut-être de l'abandonner à ta deuxième action. Ensuite. Très bien. Voilà, donc on fait le deuxième tour d'action, tout pareil. C'est la fin du tour. À la fin du tour, on va regarder en premier lieu si quelqu'un a gagné. Comment est-ce qu'on gagne? Première façon de gagner, enfin non, il n'y a qu'une façon de gagner, pardon. C'est d'avoir 4 points. 4 points. Comment est-ce qu'on obtient les points? C'est ça que je voulais dire. Chaque cité qu'on va contrôler, donc on voit qu'au centre des hexagones, c'est les cités elfes, là où il y avait les elfes au départ, ça va nous rapporter 1 point. Il n'y en a que 4 sur le terrain. Il y a un plateau par joueur, donc là on joue à 4 joueurs, il y a 4 cités. Il y en aurait 3 si on jouait à 3, etc. Donc je peux me contenter des cités elfiques. Ouais, ça va être chaud d'en tenir 4. Mais tu peux essayer. Je savais que je voyais trop grand, Donc 1 point par cité et en fait, quand on fait une action de marché, on peut forger des équipements légendaires. Comment ça se passe? Premièrement, il faut occuper une des forges du plateau. Les forges, c'est l'autre élément. C'est l'autre élément. Donc on a les cités, les pierres et les forges. Impeccable. Quand on contrôle au moins une forge, on va pouvoir forger un équipement légendaire. Si je contrôle une forge, forger un équipement, ça va me coûter 6 cristaux. Sachant que j'ai rappelé que les elfes donnaient des cristaux. Je reviendrai une autre méthode pour avoir des cristaux. D'accord. Donc 6 cristaux. Et je vais piocher dans la pile d'équipements légendaires que j'ai mis là à côté de moi, mais qui est là-bas vers le marché. Je vais en piocher autant, caché, que de forges plus une. Donc là, je contrôle 2 forges, je vais piocher 2 cartes. Une forge? Non, je contrôle une forge, je vais piocher 2 cartes. Une forge, 2 cartes. Voilà.
Et je vais choisir dans ces deux-là quel équipement je vais obtenir. Alors en général… Là, je l'ai payé 6, hein, t'as dit. 6. Mais chaque équipement légendaire me fait gagner 1 point. Donc ça, c'est des points que je ne peux pas perdre puisque je les ai. Ok. En plus d'être super puissants. Ils sont super puissants. Donc voilà, il y a des armures, il y a des armes. Elles sont la classe. Et Jib, il s'est éclaté. Hein. Ouais, elles ont un beau cara design. Ouais. Oh, purée. Et donc voilà, elles vont apporter des bonus et tu pourras immédiatement les équiper. Ok. Donc contrôler 2 forges, ça te permet non plus de forger à 6, mais de forger à 4 cristaux. Ok. Donc de faire une économie et en plus tu vas avoir le choix entre 3 cartes. 3 cartes, d'accord. Dans un tour de forge, on peut forger qu'une fois. Même si tu as 12 cristaux, tu ne peux pas le faire 2 fois. Par contre, ça prend du temps, les armes légendaires. Tu peux aussi aller au marché et acheter des équipements dans le même tour de marché. Ok. Donc ça, il faut avoir 4 points. Et ça te donne des répartis points. entre les équipements et les cités. Tu gagnes la partie, non pas à la fin de la deuxième action de tout le monde, mais à la fin de ta deuxième action à toi. C'est-à-dire que si tu es le premier à jouer ta deuxième action et que tu obtiens ton 4e point à ce moment-là, tu as gagné. Oh, c'est fourbe. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas te laisser faire en embuscade en tout cas. Donc ça c'est important comme point à signaler, enfin, même en termes de gameplay. En fait, c'était pour éviter un travers de beaucoup de jeux de conquête où tu as ta condition de victoire, donc les 3 vont se mettre sur toi. Donc, et du coup, le jeu continue, et puis ça continue, encore un tour, etc. Une fois, etc. Et puis en général, il y a un kingmaker qui dit bon, ok, toi, tu as gagné. Tu as gagné, d'accord. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est bonus à l'initiative et à l'offensive. Donc choisir des fois certaines cartes à un tour où tu te dis là je pourrais faire une action qui me permet de gagner, je vais essayer d'être premier ou d'être dernier pour pas qu'il me voit venir. Enfin voilà, il y a vraiment un travail autour de ça. Donc voilà. cité elfique, armes légendaires, Exactement. Autant de points de victoire rapportés. Les cités elfiques, on peut les perdre, les armes légendaires, non. Mais ça coûte des cristaux. Mais les cités elfiques, elles vont avoir un autre petit bonus, c'est qu'à chaque début de tour, je vais gagner 3 cristaux par cité que je contrôle. C'est génial, d'accord. Donc là, je vais pouvoir avoir une mécanique qui va me permettre de forger des équipements. Et donc des points de victoire derrière. Pour finir, donc il y a les héros que je n'ai pas présentés. Donc quand on va au marché, on peut acheter des héros. En plus de l'équipement, à la place de l'équipement. Non, en plus, tout ça, tant que je peux payer, je peux acheter des choses. D'accord, ma phase de marché, je peux payer. D'ailleurs, quand j'achète des équipements, si je libère un espace, on va immédiatement remettre un nouvel équipement et je pourrais potentiellement acheter celui-là. Acheter aussi celui-là, voilà. D'accord. Donc les héros, ils se présentent comment? Bon, ils ont un coût. Alors des fois, ils valent même des cristaux. Oui, j'ai vu ça. Ils ont un nom, bon voilà, une petite illustre. Ils vont avoir une valeur de mouvement. Et ils vont peut-être des fois, là c'est le cas de tous, apporter un bonus à l'armée. Mais ce n'est pas une unité, c'est-à-dire qu'elle va venir booster. Par exemple, j'ai mon héros ici qui est accompagné de mes petits tabasseurs. J'aime bien comme tu dis, mais les tabasseurs font petits quand même à côté du héros. Là, le problème c'est les tailles. Non, t'inquiète. Mais voilà, il est très gros, comme on a dit, les hexagones sont grossis. Oui. Et le héros, lui, il ne compte pas comme une unité. C'est-à-dire que quand on va se battre, il va rester jusqu'à la fin. D'accord. Et il va apporter son bonus tant qu'il est là. Et si tu perds le combat, et que tu n'as plus d'unité, il va retourner sur ton bastion. Tu ne le perds pas. Okay. Donc c'est ton héros. Et il va aussi te faire bénéficier d'un pouvoir. Donc par exemple, Bérine le protecteur, son pouvoir, c'est qu'à chaque combat, il va placer sur l'endroit où il est, du coup il le fait que là où il est, une barrière magique qui a 3 points de vie. Et ton adversaire devra d'abord détruire la barrière magique avant de commencer à attaquer tes unités. C'est excellent. Voilà, bon, il a un petit coup. Voilà. Donc chaque héros comme ça a des potentiels, sachant que tu peux contrôler qu'un seul héros. Ok. Il y en a 4, on est 4, c'est parfait. Ah oui, ok. On ne pourra même pas en avoir d'autres. Étant donné qu'on ne le perd pas, tu orientes ta stratégie aussi en fonction du héros choisi. Tu pourrais potentiellement l'abandonner pour en prendre un autre, mais tu vas le remettre au marché pour quelqu'un d'autre. D'accord. Mais et comme tu repayes l'autre. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est quand même chéros. Les 4 héros, c'est 4 héros qui sont mis. Il y a dans la boîte de base 4 héros. Pour l'instant, il y a 4 héros. D'accord, ok. La campagne pourrait éventuellement dire tiens, vous en choisirez 4 parmi 5. Par exemple. Exactement. J'ai rien dit. Ok, d'accord. Mais pour l'instant, il y a 4 héros. D'accord. On en reparle le 18 mai. On était peut-être optimiste, peut-être le 19. Enfin, bon, allez. Voilà pour les héros. Pour finir, les elfes. Donc les elfes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont sur le déclin, mais ils sont en train de se réarmer. Ok. À chaque début de nouveau tour, ou fin de tour, sauf au premier tour évidemment, sauf au début du premier tour, on va les équiper. Donc en fait, pour chaque elfe, on va tirer une carte d'équipement qu'on va venir ajouter au plateau. Hop. Et on le met gratos ouais. et où on veut, qui décide? Non, on en tire pour lui. Donc là, il a tiré une armure, donc on le met là. Ah oui, d'accord. Tu as fait 1, puis 2, puis 3, puis voilà. 1, puis 2, puis 3. Ok. Donc là, ils se sont équipés pour le premier tour. Au prochain tour, s'il y a encore des elfes, on va retirer. Et là, on va regarder. Donc lui, il n'avait pas d'arme, on va lui mettre. Là, il avait une arme. Donc on va comparer les prix. Ah, celle-ci étant plus chère, on ne va pas mettre celle-ci. D'accord. Ok. Et là, il n'avait pas d'arme. Mais si on avait tiré, par exemple, si ça avait été comme ça,
que je tire pour celui-là, celle-là, on va comparer, on vire celle-là, on met ça. Donc en fait, ça. ils ne vont faire que se renforcer au fur et à mesure de la partie. Et ils ont un deck. Non, c'est dans les non, d'accord, c'est le deck classique. Exactement. Ils ont pas un deck donc ils peuvent spécial. sortir tout de suite des équipements assez balèzes ou des équipements plus faibles. Il va falloir s'adapter à ça. Okay. Sachant que c'est important. Déjà, ils occupent les lieux qui servent à gagner. Oui. Donc, et puis en plus, ils rapportent des cristaux, donc on ne peut pas les laisser trop longtemps. D'accord. C'est vraiment un jeu qui encourage la prise de risque et de se porter à l'attaque. Parce qu'on n'est pas là pour. Il n'y a rien à développer dans son petit coin tout seul avec une économie. Surtout pas, voilà. Ouais. Surtout pas. Ça, c'est souvent une erreur. Enfin, c'est ce qui surprend aussi les gens quand on leur fait tester. C'est qu'on a l'habitude de jeux de conquête où on cultive son petit champ et puis après, et ensuite on fait un rouleau compresseur éventuellement. Non, on n'est pas là. Là, il faut y aller direct. Là, il faut vraiment Rodolphe a raison, se porter à l'attaque. Typiquement, sur les positions de départ, je ne sais pas si on a la caméra sur le. Oui. Ici, j'avais mis le bastion ici parce qu'on est proche de choses. Il y a des fois des joueurs plus habitués à vouloir être sur une phase en défensive qui vont se mettre comme ça. Typiquement, là, on est très loin de choses en fait. Et c'est rarement la bonne idée pour gagner. Parce qu'on va se retrouver cantonné à un hexagone, avoir du mal à aller chercher d'autres positions. Donc voilà. Sauf pour un rapide comme moi. Juste autre petite question, on a parlé des elfes. On peut se battre contre les elfes. Les elfes nous rapportent des cristaux et on peut choper des places fortes, etc. Quel serait, en dehors d'aller piquer le terrain à quelqu'un d'autre, l'intérêt d'aller me tataner avec toi, par exemple? Le fait de gagner contre toi ne me rapporte rien de particulier, sauf le terrain. Voilà. Mais si tu me laisses tranquille, c'est un jeu qui va assez mal, où tu as peu de chances de gagner s'il y a un joueur qui commence à prendre de cité et que personne l'attaque et qu'on se bat dans notre coin pour avoir qu'on se bat pas d'ailleurs. Machin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, on disait tout à l'heure que les unités, tu es en nombre limité. Mais si tu veux en rentrer, il faut en perdre. Parce que sinon, à un moment, une fois que tu as toutes tes unités sur le plateau, si tu n'en perds pas, tu joues tes cartes d'initiative, finalement, tu perds tes renforts. Donc il faut en perdre pour en rentrer. En fait, il faut y aller. Une fois encore, les cartes initiatives, non seulement elles te donnent de l'argent pour te stuffer, pour t'améliorer, mais elles te donnent aussi du renfort qui te permet de continuer à l'attaque. C'est gratuit, c'est fait pour. L'objectif est de partir en vague à l'assaut. Il faut voir qu'une partie, c'est en gros 4 tours, c'est-à-dire 8 actions par joueur. 4 tours, c'est extrêmement rapide. D'accord, d'où le 60 minutes. Voilà, on est sur 20-25 minutes par joueur. Un petit mot sur le mode campagne. Ah oui, j'ai oublié. Benjamin à la rescousse sur le mode campagne. Heureusement qu'ils sont là. Donc, ils sont venus à plusieurs. Ce n'est pas pour rien. Il y a deux façons de jouer. Donc là, j'ai présenté effectivement ce qui est. On fait une partie, tout ça, voilà. Mais en fait, il y a un mode campagne où on va pouvoir jouer en 6 scénarios. Oui. Et qu'on va tirer aléatoirement. En fait, c'est chacun a une petite histoire, etc. Et va potentiellement modifier les règles, les conditions de victoire. Peut-être une règle, un joueur qui est un traître, qui joue avec les elfes. Et à la fin de chaque scénario, en fonction du résultat, on va gagner ce qu'on va appeler un peu des titres qui vont permettre d'avoir des bonus pour les scénarios suivants. Ou si on a perdu, d'avoir des pions de vengeance, qui vont permettre de peut-être être plus fort dans les combats futurs, etc. Donc de construire à la fois une stratégie sur le long terme. On va aussi pouvoir conserver certains équipements, les elfes vont garder certains équipements, donc on va avoir une petite… une autre façon d'envisager le jeu, exactement. Et encore plus de rejouabilité. Benoît, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Je pense qu'il y a un moment, il faut quand même passer à l'action. Clash of Rage, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça. Du coup, mon sparring partner, mon punching ball professionnel est en train d'affûter ses armes. Benjamin, si tu pouvais faire une alliance avec moi, je suis complètement pour. Moi, je veux bien, mais il faut la monnaie alors. On n'en a pas parlé, mais on s'échange. On se promet pas de trucs. On peut pas. On peut chouiner. Oui, on peut chouiner. Non, on peut chouiner. Ça c'est la base du. Faites-moi confiance. Clash of Rage, la boîte de jeux et Ori Games pour une coédition suite à un Kickstarter qui va démarrer en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. On le redit, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'affrontement pur. C'est illustré par Jeep. C'est un jeu de Frédéric Guérard. Ça se joue à partir de 14 ans. Après, il y a très peu de lecture de mots, donc en fonction de vos enfants, vous pouvez même descendre un petit peu. Et à partir de 60 minutes de tatanage sur la tronche. On a, je crois, tout dit. Il ne nous reste plus qu'à nous fighter. Et ça, quand j'en suis là, c'est que derrière, ça va saigner. À vous de jouer.